le podcast du Diplo. Un parcours sonore dans le numéro en kiosque. Mai 2022. Épisode 26. On s'arrête. On réfléchit. Et on s'organise. Les blockbusters peuvent-ils servir le militantisme ? La question traverse un court papier page 25 intitulé « Dragon et politique » à propos d'un essai consacré aux usages politiques de la SF et de la fantasy. Hunger Games, Harry Potter, Game of Thrones, Anna Besson souligne comment, face à un réel perçu comme de plus en plus factice, nombre de ces récits traduisent des inquiétudes et des combats actuels. Certes, elles n'ont pas la prétention de fournir une grille de lecture de la société ou un répertoire d'actions politiques. Mais elles n'en ont pas moins pour certaines la capacité de nourrir l'esprit critique. Mockingjays. That's great. Les amateurs auront reconnu le sifflement du Jaymoker, l'oiseau fictif de la saga Hunger Games, signe de ralliement des rebelles à l'emprise cruelle du Capitole. 4 notes associées à un geste, 3 doigts levés vers le ciel, geste qu'ont repris les opposants bien réels à la junte du général Min Aung Hlaing depuis le coup d'État de février 2021 en Birmanie. Okay, so It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. On a pris le fil de ce diplôme de mai 2022 par le petit bout. Tirons-le. Nous avons donc un oiseau, mais on a déjà fait le coup dans l'épisode du mois dernier avec le rossignol Philomèle, symbole de l'Ukraine, ça c'est pour ceux qui suivent. Now she walks through her song. Ici le Jaymoker comme symbole de la lutte, par exemple contre le cynisme triomphant de la récente élection présidentielle en France, objet de l'éditorial de Serge Halimi. But the Hunger Games, littéralement les jeux de la faim, alors que rôde le spectre de la famine sur fond de pénurie de blé ukrainien, analysé par Akram Belkaïd. L'industrie culturelle qui produit des sagas comme Hunger Games. Dans ce numéro, Christophe Magis se penche plus précisément sur l'industrie musicale et les rachats des catalogues d'artistes célèbres. David Bowie aux enchères. Un article que nous n'évoquerons pas. Et ce qui différencie enfin cette culture industrie de la culture populaire, telle qu'elle grandit l'imaginaire collectif, avec Evelyne Pieller qui évoque, page 23, 2 romans. Mousquetaires et Misérables. Comment ça se fait Comment ça se fait que ce sont ces livres-là qui se sont retrouvés dans un milieu où on lisait extrêmement peu. Donc des titres qui avaient de la valeur, qui avaient de l'importance, même si on ne les avait pas directement lus. Et nous entrons ainsi dans le monde diplomatique de mai 2022. La page 27 Vienne, la Rouge. met la capitale de l'Autriche à l'honneur, et plus particulièrement une période de son histoire, celle d'après la Première Guerre mondiale, quand s'implante à Vienne de façon durable ce qu'on appellera l'austro-marxisme, un courant de pensée original qui inspire Lénine et Jaurès. Ne s'alignant ni sur le régime soviétique, ni sur la social-démocratie allemande, ce courant développe sa politique sociale dans la fiscalité, l'habitat et la culture. Sa démarche influencera ultérieurement un pan du Parti socialiste français. Et donc le morceau que l'on écoute est de Nino aus Wien, Nino de Vienne, et il s'intitule Der Mai ist vorbei. Traduction. Le mois de mai est terminé. Alors qu'il commence à peine. Peut-on en dire autant du Parti socialiste français dont nous évoquions à l'instant les heures de gloire ? À l'heure où nous écrivons cet épisode, fort de ses 1,75% des voix à la présidentielle, le PS a négocié en vue des élections législatives de juin avec les 22% de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. Ne dites plus UP pour, Union populaire, mais NUPES pour. Nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Seul problème, si vous voulez mon avis, NUPS ça sonne un peu New PS, si cela permet déjà d'achever l'ancien. Signé dans ces termes François Hollande, est-ce que vous resterez socialiste ? Je pense que cet accord ne sera pas accepté. Pourquoi ? Parce qu'il est précisément inacceptable sur le plan de ce qu'il représente électoralement. Et deuxièmement, il met en cause des principes mêmes. Et ce sera sans vous, ce parti socialiste-là ? Je ne veux pas ici mettre ma personne en cause. Ce que je représente, c'est
pas simplement une histoire, c'est une fidélité, c'est un engagement profond. Chacun fera ce qu'il voudra. Ce que je sais, c'est qu'au lendemain des élections législatives, selon les choix qui auront été faits, il y aura un bilan à tirer. Dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 mai, les socialistes ont validé à une forte majorité l'accord électoral proposé par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. L'Union de la gauche est désormais composée de 4 partis, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste français et le Parti socialiste. Évidemment, tout militant révolutionnaire qui se respecte vous conseillera de ne pas trop investir non plus ce scrutin législatif de juin, au risque d'être déçu. Sans doute, les institutions de la démocratie bourgeoise sont là, et nous devons faire avec, le cas échéant en prenant part à leur jeu. Pour certains, rien n'est plus urgent que de se précipiter dans les législatives après la présidentielle. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Non, je sais pas, ministre du Travail, peut-être. Je répéterai pas 2 fois, pas des mecs du jeu. Avant de venir te pomper, on te laisse faire un vœu. Tu peux plus avancer, on a niqué les pneus. Vous aurez peut-être reconnu la plume de Frédéric Lordon entre les 2 tours, sur son blog du Diplo, La Pompe à Finance, un billet intitulé « Fraude électorale ». Quand on appartient à des formations politiques qui, ne vivant que par les débouchés institutionnels, ont partie liée avec les institutions, la chose se comprend. Frédéric Lordon. On peut difficilement demander à des forces de débiner le jeu en vue duquel elles se sont constituées. Mais le propre des institutions, c'est de nous rendre captifs, même quand on n'y aspire pas. Au reste, nous savons aussi que de temps en temps, il peut en sortir un petit quelque chose. Mais ne serait-ce pas un peu cher payé ? Ce sera tout de même cher payé si c'est pour reconduire à l'identique la croyance électorale, avec ses angles morts et ses faux espoirs, au surplus dans une élection dont la capacité à créer une situation est à l'évidence des plus faibles. Nous, on n'aime pas la police comme Jean-Luc Mélenchon. Si les institutions sont là, si pour partie elles s'imposent à nous, qu'au moins elles n'empêchent plus d'apercevoir que l'essentiel de la politique se tient en dehors d'elle. Et puis, de nous préparer à ce qu'elle s'apprête à nous laisser sur les bras. Jean-Luc Mélenchon, on veut gouverner le monde comme Jean-Luc Mélenchon. Maintenant que le 2e tour a rendu son verdict, Macron réélu pour 5 ans, on fait le bilan, calmement, avec l'éditorial de Serge Halimi, naturellement intitulé « Le triomphe du cynisme ». Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. Mais elles seront historiques. Cette analyse politique du directeur de la rédac est à lire au miroir de l'analyse sociologique conduite par un trio de chercheurs afin de, je cite, mieux identifier les racines idéologiques et politiques de la tripartition en cours en France. 3 blocs et 2 perdants. C'est quoi l'extrême centre C'est-à-dire vous vous sentez extrémiste? C'est quoi? Non, mais c'était pour schématiser les choses, mais en vérité, c'est le regroupement de plusieurs familles politiques, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais de la social-démocratie en passant par l'écologie, le centre et une droite pour partie bonapartiste et pour notre partie orléaniste et pro-européenne. Commentaire d'Halimi. De tels attelages entre social-démocratie et droite orléaniste, écologie européenne et droite bonapartiste n'ont ni consistance théorique, ni épaisseur historique. En Marche, c'est le nom de votre parti et c'est un moyen de locomotion, c'est pas un but. Quel est le but du macronisme ? Mais je ne sais pas si je dois en fait répondre à vos questions, parce que je dois dire que, comme il faut imaginer Sisyphe heureux, je veux imaginer pour les prochaines années Thomas le Grand heureux. Et donc je ferai tout faire pour convaincre nos compatriotes de m'élire le dimanche prochain. Et continuer à m'écouter pour savoir. Exactement. Ouais. Il faut imaginer Thomas le Grand heureux. Une référence à Sisyphe et à Albert Camus qui a rappelé, et c'était sans doute cyniquement volontaire, un autre discours. La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte. Halimi. Le leader de la gauche radicale, très apprécié par les étudiants des grands centres urbains et par les jeunes prolétaires des cités déshéritées, cherche à les mobiliser en vue d'un 3e tour, les élections législatives de juin prochain. Un pari ambitieux, puisque ce scrutin n'attire qu'une moitié de l'électorat, la plus aisée et la plus âgée. Mais cela ne suffira pas, avertit encore Halimi. Bien qu'elle soit indispensable, la mise en avant de propositions sociales ne suffira pas pour retenir, pour reconquérir, et plus encore pour unir 3 groupes aussi hétéroclites que la bourgeoisie cultivée, le prolétariat des cités et les catégories populaires vivant dans les zones périphériques ou dans les campagnes. Et le cynisme alors ? La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Le cynisme de M. Macron entre les 2 tours de scrutin a accru le dédain populaire des institutions et de ceux qui les incarnent.
Largement indifférent aux questions de l'environnement pendant sa présidence, il annonce soudain une fête de la nature. Comme nous avons su faire une fête de la musique, pourrait se tenir au printemps, par exemple, le 4e samedi de mai. Et promet que les grands patrons seront verts et éco-responsables. Oui, des patrons éco-responsables. Précisons simplement que la fête de la nature existe déjà en mai depuis 2007. Et maintenant, direction le sud. On écoute Timbaland, Indian Flute, qui porte mal son nom car la flûte que l'on entend est en fait un sample de la célèbre chanteuse colombienne Totola Momposina. L'occasion d'évoquer rapidement la double page consacrée à Medellín, qui a récemment connu des mouvements sociaux d'ampleur précisément. Pour aller au-delà du narcotrafic et du célèbre cartel de Pablo Escobar, et comprendre le rôle clé joué par la deuxième ville du pays à l'approche d'un scrutin important. Indian Flute sur une instru colombienne, idéale pour évoquer le sud global que l'on retrouve dans 3 papiers différents du diplôme de mai. D'abord, celui d'Alain Grèche sur le monde multipolaire qui s'impose sur fond de conflits armés en Ukraine. Quand le Sud refuse de s'aligner sur l'Occident en Ukraine. Sa vision a été synthétisée par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il s'exprimait sur la BBC le 14 avril dernier. Je ne suis pas sûr que le monde accorde une importance égale aux vies des Noirs et des Blancs. Porter de l'attention à l'Ukraine est primordial, bien sûr. Mais ne serait-ce qu'une fraction de cette attention n'est pas accordée au Tigré, au Yémen, à l'Afghanistan, à la Syrie et les autres. Une fraction. Je me dois d'être franc et honnête. Le monde ne traite pas la race humaine de la même manière. Certains sont plus égaux que d'autres. Il en avait déjà fait le triste constat au cœur de la crise du Covid-19. Autre article, celui d'Akram Belkaïd sur la famine qui vient, car la guerre de la Russie contre l'Ukraine menace aussi des greniers à blé du monde, un swing producer en l'occurrence. We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and the meltdown of the global food system. Les céréales, aucun aliment n'est plus important aujourd'hui dans le monde. On en récolte près de 3 milliards de tonnes par an, et leur production comme leur exportation est capitale pour combattre la faim dans le monde. Mais le prix des céréales atteint des niveaux records ces derniers temps. En mars, la tonne de blé dépassait les 400 €, ce qui inquiète l'ONU. Enfin, troisième et dernier texte, celui d'Anne-Cécile Robert sur l'ONU. Les Nations Unies menacées d'obsolescence. Alors, Anne-Cécile Robert, les Nations Unies menacées d'obsolescence, donc c'est le titre de votre papier dans le diplôme de mai. Vous partez de la guerre en Ukraine, du conflit en Ukraine, et vous notez qu'il a fallu 54 jours, je crois, au secrétaire général de l'ONU pour lancer une initiative diplomatique. Pendant 54 jours, une absence totale, à part des déclarations, d'initiative du secrétaire général, ce qui est vraiment fâcheux parce que on est effectivement dans une crise de tout le système multilatéral qui appelle sans doute une repolitisation, c'est-à-dire que moi je ne crois pas, comme certains l'avancent, qu'il suffirait par exemple de supprimer le veto pour que l'ONU sorte de la paralysie. Ce que vous écrivez en effet, je cite, « Sans droit de veto, pas d'ONU ». La suppression de celui-ci risquerait donc de conduire paradoxalement à un nouvel affaiblissement de l'organisation, dont les puissances grandes ou moyennes se détourneraient, tandis que le monde se diviserait en baronnies et en sphères d'influence concurrentes et sourcilleuses. C'est une idée simple en fait, dire voilà, on n'a qu'à supprimer le droit de veto. Mais est-ce que les grandes puissances qui ont accepté de participer à l'ONU
en échange, entre autres de ce privilège, finalement, accepterait de continuer de jouer le jeu. Le diagnostic, à mon avis, il est politique. C'est une question de rapport de force, de règles du jeu concernant la guerre. Et je serais assez pour qu'on convoque, ça pourrait être le rôle du secrétaire général s'il sortait de la naphtaline, convoquer une grande conférence internationale sur le droit de la guerre, les conditions d'entrée en guerre, les règles du jeu. Je proposerais même qu'on le fasse ça en Afrique, à Dakar, en terrain neutre, et qu'on mette tout sur la table pour voir si on peut s'accorder pour rebâtir à partir de là un ordre international, sinon pacifique, mais du moins qui désamorce les guerres. Finalement, vous êtes sur la ligne de Martin Kimani, que vous citez au début de votre papier. L'ambassadeur du Kenya a fait plusieurs déclarations remarquables au Conseil de sécurité. J'en cite une, mais il aurait fallu citer toutes les autres, où il dit, le Kenya va évidemment va voter la condamnation de l'agression russe contre l'Ukraine, mais Multilateralism lies on its deathbed tonight. Le multilatéralisme est à l'article de la mort ce It soir. has been assaulted today. Il est attaqué aujourd'hui, comme il l'a été par d'autres États puissants dans un passé récent. We call on all members to rally behind the Secretary Nous appelons tous les États membres à se rassembler derrière le secrétaire général, auquel nous demandons d'organiser la mobilisation pour défendre le multilatéralisme. Et ce Martin Kimani, que vous citez en début de votre papier, ses interventions à l'ONU sont beaucoup d'écho. Celle-là, elle a tourné, parce qu'il a tout un développement très beau d'ailleurs, où il dit, mais nous en Afrique, si on se mettait à faire des guerres pour modifier les frontières, ça serait le chaos total. On a eu la sagesse, quand on a accédé à l'indépendance, de confirmer les frontières coloniales, bien qu'elles soient complètement absurdes. Donc on aimerait bien que la Russie fasse preuve de la même sagesse. Et donc cette partie-là, évidemment, a beaucoup tourné, y compris la diplomatie française l'a fait tourner, etc. This situation echoes our history. On a également demandé son point de vue sur cette question à Alain Grèche. C'est difficile de penser que la guerre en Ukraine va donner naissance à un nouvel ordre international fondé sur le droit, mais on peut dire qu'elle est révélatrice des fractures de l'humanité, des fractures aussi des Nations Unies. Contrairement à ce que laissent penser les médias, où on a l'impression d'une communauté internationale unie pour des sanctions contre la Russie, le reste du monde, c'est-à-dire l'essentiel de l'humanité, à la fois en termes de nombre de pays, en termes de nombre de populations, est très hostile aux sanctions et très hostile à l'escalade qui se déroule, appelle à des négociations pour sortir de la guerre. Mais en même temps, c'est favorisé par le fait que la plupart des pays ont l'impression que justement le droit international est utilisé à géométrie variable, c'est-à-dire que l'Occident appelle à l'appliquer quand il s'agit de la Russie et de l'Ukraine, mais qu'il le viole totalement quand il s'agit d'autres conflits, que ce soit l'Irak qu'on l'a vu, ou que ce soit la Palestine. Et maintenant, figurez-vous, un Gascon. Vous êtes gentilhomme. Cette noblesse est la plus distinguée qui puisse se rencontrer. Aussi, si vous avez l'honneur d'aller à la cour, soutenez votre rang et votre nom avec dignité. Ne courbez les chines devant personne. Excepté monsieur le cardinal de Richelieu et notre roi, Louis XIII. Que Dieu conserve. C'est par son courage seul qu'un gentilhomme fait son chemin aujourd'hui. Vous êtes jeune, vous êtes gascon, vous êtes mon fils. Voilà 3 raisons pour vous d'être brave. Cherchez les aventures, ne craignez pas les occasions. Je vous ai fait apprendre à manier l'épée. Vous avez un jarret de fer, un poignet d'acier. Battez-vous. Battez-vous à tout propos. Battez-vous d'autant plus que les duels sont défendus et que par conséquent, il y a 2 fois du courage à se battre. Extrait de l'adaptation filmée de la série théâtrale Les Trois Mousquetaires, conçue par le collectif 49701, à voir bientôt sur Culture Box et France Télévisions. Le 19e siècle est hanté par la Révolution, et de barricades en répression, prolétaires, intellectuels, militants cherchent à en accomplir les promesses. 2 romans vont donner au peuple trahi mais obstiné ses légendes, ses héros. Les Trois Mousquetaires et Les Misérables, des œuvres qui ont façonné la grandeur de l'imaginaire collectif. Voilà, c'est la grandeur de cette rencontre-là entre l'imaginaire d'écrivain et l'imaginaire du peuple à venir. C'est ça que j'ai voulu essayer de comprendre. Comment ça s'est produit? Ça se décide pas, quoi. On ne se lève pas un jour, même quand on est aussi génial que Hugo,
en se disant « Ah là, c'est bon, là, je vais leur faire la légende du peuple hein, pour 2 siècles. » Non. Ce demi-siècle-là, il porte toute la Révolution française. Tout ce que la Révolution française a promis, a ouvert, quoi. C'est la Révolution française, ça a fait des choses très concrètement, mais ça a ouvert l'imaginaire d'une manière hallucinante. Et halluciné, en réalité, ça rend presque fou, tellement c'est inouï. Dumas comme Hugo, il naît en 1802. C'est vraiment après. Et ce qu'ils vont voir, c'est un monde complètement rabougri, un monde de vieux, qui essaye d'effacer tout ce qui s'est passé avant. Et eux, alors? Ils sont les fils de quoi? Ils sont les précurseurs de quoi? Bon, mais les mousquetaires, c'est pas le 19e, l'histoire que ça raconte. Non, non, c'est Louis XIII, après c'est Louis XIV jeune, mais c'est Louis XIII essentiellement. La Régence, tout ça, mais peu importe. Parce que ce qui est incroyable, c'est que Dumas, c'était un homme de barricade. C'est quelqu'un qui a fait les barricades en 1830, dont la plupart des amis étaient des gens qui animaient des sociétés secrètes armées. Ça se passe pas comme il espère. 1830, c'est un kidnapping absolument repoussant. Donc il va écrire, 14 ans après 1830, il va écrire Les Trois Mousquetaires pour raconter ce qui reste. Ce qui reste des grands espoirs. C'est quelqu'un qui a vraiment cassé par ça, quoi. Et ce qui reste des grands espoirs, ce sont les camarades. Loyauté, camarades, joie au moins d'être ensemble. Et se défoncer réellement pour une cause, au fond, bon, il faut juste que la cause ait l'air à peu près correcte. Et ça redonne une vitalité. Vous avez cette très belle formule, je cite, « trouée par le souvenir étincelant de ce qu'on n'a pas vécu, mais qui fait du halo dans les synapses ». Ouais, bah, c'est exactement ça. Hein. Et je pense que c'est assez dramatiquement contemporain. Donc peu importe la monarchie, tout ça, c'est pas là-dedans. Ce qui compte, c'est la bande. Et qu'on fait ses lois, et que ma foi, tant qu'on se bat et qu'on est ensemble, il y a de la vie. Il y a une vraie vie. Donc de l'horizon. Ne savez-vous pas que l'on ne nous voit jamais l'un sans l'autre? Et qu'on nous appelle dans les mousquetaires et dans la garde Athos, Porthos et Aramis, ou les 3 inséparables? Ça aurait de la gueule en manif. Oui, absolument. Un pour tous, tous pour un. Le podcast du Diplo, Salomé Saquet, Thibaut Henton. C'est fini pour cette fois-ci. Montage et mixage, Maya Bocquet. Merci à Maxime Gissinger, Anna Cousineau et Clara Edouin. Prochain épisode dès que possible, et d'ici là, soutenez notre mensuel, abonnez-vous et rendez-vous en kiosque.